Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Experte en gastronomie, amoureuse des restaurants et passée par les plus belles maisons, Agnès Defontaine préside aujourd'hui aux destinées de la maison de thé Betchman & Barton. Dans cet épisode, elle nous raconte comment l'entreprise, qui a fêté ses 100 ans l'an dernier, ne cesse de se renouveler. Elle nous parle du processus créatif qui précède le lancement d'un nouveau thé et des liens très forts entre thé et gastronomie, un rapprochement auquel elle contribue en collaborant avec les plus grands chefs. Enfin, Agnès nous parle de l'ivresse que l'on peut ressentir à la dégustation et qui pourrait bien faire du thé le nouveau vin. Nous avons enregistré cet épisode dans le bar à thé de Betchman & Barton, situé boulevard des Filles du Calvaire, un cocon au charme tout britannique dans un quartier en pleine ébullition, dont vous entendrez quelques échos en fond sonore. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Agnès Defontaine dans Girls in Food. Bonjour Agnès Defontaine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, tout à fait. Alors, je suis Agnès Defontaine. Je suis directrice générale exécutive de la maison Betchman & Barton depuis 16 ans maintenant. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, une place primordiale, centrale, voilà, ça a toujours fait partie de notre vie. Vie de famille, vie de voyage, vie de réunion, vie tout court, voilà, c'était vraiment tout le temps là. Et toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier ? Alors, tout en y réfléchissant bien, je pense que le plat du dimanche, c'était la pizza, faite entièrement par mon petit papa, avec la pâte à pizza qui levait sur le radiateur et tous les ingrédients, tout maison, avec chacun sa pizza. Donc, on faisait des moitiés de pizza pour l'un, pour l'autre. Voilà, c'était tout un système. Et pour finir sur votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? Oui, alors comme j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, mes frères, mon métier c'était pilote de ligne. D'accord. Voilà, donc tout le monde se disait bah non mais hôtesse de l'air ça serait bien. Je dis bah pas du tout en fait, pas du tout, mais pilote de ligne oui. Et bon voilà, comme mes résultats scolaires étaient bons mais pas suffisant, bah, j'ai dévié sur autre chose. On va y revenir justement sur votre parcours. Quel a été votre tout premier job ? Alors, c'était un job d'été chez Nina Ricci, au magasin de haute couture. Et donc, je m'occupais de vendre les robes de défilé. D'accord. Donc, une fois que les robes avaient été utilisées par les mannequins, etc., elles descendaient après dans une boutique spéciale. Avenue Montaigne, et des femmes de tout âge, de toute nationalité venaient, et c'était totalement délirant, féerique. Enfin, vous imaginez bien toutes ces robes. C'est très glamour. Voilà. Et donc entre deux clientes, parce que bon, il y en avait pas non plus, ça n'arrivait pas toutes les 4 minutes. Bah forcément, j'attrapais une robe, je la mettais devant moi. Le rêve. Agnès, on va revenir sur votre carrière, puisque vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans le monde de la gastronomie. Vous êtes une vraie experte. Oui, vous êtes passée chez Ediard, Le Nôtre, le groupe Alain Ducasse. Donc aujourd'hui, vous nous l'avez dit, vous êtes à la tête de Betchman & Barton. C'est ça. Une maison de thé. Comment est-ce que c'est venu dans votre vie, cet intérêt pour la gastronomie ? Bah en fait voilà, j'avais 2 passions, c'était la mode et la gastronomie. Et donc à ma sortie d'école de commerce, bah j'ai rencontré des gens et en fait il y avait un poste pour travailler chez Ediard en vente. Donc vous imaginez bien qu'en sortant d'une école de commerce, c'est pas tout à fait le truc dont on rêve, mais finalement moi je trouvais que c'était très intéressant de mettre un pied à l'étrier tout de suite.
et d'être sur le devant de la scène, dans la vente, de voir comment ça se passe, et ça m'a permis de gravir les échelons très rapidement. Oui, et puis je pense qu'il y a des choses à apprendre dans la vente comme ça, le contact direct avec le consommateur. Énormément, et puis bon, après, quand vous sortez d'école de commerce, c'est pas pour ça que vous savez tout et que vous avez tout vu. Oui, donc de revenir un peu aux sources et à la base, et de prendre un peu d'humilité, c'est pas mal, hein. Ça forge le caractère, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui a guidé vos choix de carrière? Donc vous avez commencé chez Ediard, ensuite vous avez évolué dans plusieurs autres belles maisons de la gastronomie. Comment se sont faites ces différentes étapes? En fait, beaucoup d'opportunités, de belles rencontres. D'accord. Je me suis jamais fait de plan de carrière, et j'en fais toujours pas. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est d'aller vers des choix qui vous conviennent à un moment T. Et puis avec des personnes avec qui vous accrochez, avec j'attache énormément d'importance à l'aspect humain, des rencontres et des gens avec qui on travaille. Donc pour moi, c'est ça qui a fait que je suis passée ensuite chez Le Nôtre, et après dans le groupe Ducasse. Donc vous êtes maintenant dans cette belle maison de thé qui a fêté ses 100 ans l'année dernière. Exactement. Si je ne me trompe pas. Voilà. On a 101 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette maison? Super belle maison, très bel héritage. L'idée, c'est quand on arrive dans cette maison d'essayer de lui donner un second souffle, bien sûr tout en préservant l'héritage, et en alliant modernité et tradition pour pouvoir continuer à faire que cette maison soit si exceptionnelle. Mais justement, ça doit pas être si simple en fait quand il y a un tel patrimoine, de pouvoir se réinventer, d'innover sans bouleverser et les clients et puis l'image de la maison. Comment vous faites pour proposer des nouveautés? Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix? Alors en fait, moi je suis très créative dans l'âme aussi, en plus du reste, donc j'ai des idées qui fusent assez souvent, et en fait pour moi vraiment la création, c'est quelque chose d'obligatoire, de nécessaire, de vital pour une maison comme celle-ci. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a tout ça qu'il faut rester sur ses acquis, et justement il faut proposer des choses nouvelles, il faut être avec son temps, tout en faisant des choses qui puissent avoir une certaine pérennité, et pas être juste sur le coup de mode du moment. Voilà, donc c'est toujours se réinventer avec les codes anciens, mais avec ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple d'une création comme ça que vous avez eu envie d'inscrire dans cette tradition, mais qui pour autant bouscule un petit peu les codes? Oui, alors là concrètement, j'avais déjà, donc pendant le premier Covid, j'avais déjà préparé mes créations de Noël, donc avec le calendrier de l'Avent, plus la boîte 125 grammes, etc. Et au bout d'une semaine, quand j'ai vu comment ça tournait, je me suis dit, alors là, non, là, le thème, on va oublier. On va revoir autre chose. On est en train de vivre un moment assez important et quand même exceptionnel. Je savais pas que ça durerait aussi longtemps, qu'il y aurait le deuxième confinement et tout. Et en fait, je suis repartie sur une création très dans l'air du temps. Et donc la création de cette année, c'était la Terre. Avec un peu l'idée du Petit Prince, un peu l'idée du rassemblement, des traditions, et de pouvoir se retrouver tous ensemble après justement ce confinement, et du monde entier, boire une tasse de thé, être de nouveau ensemble, et justement de profiter de cette seconde vie, on va dire, pour se l'approprier et l'inventer différemment. Aujourd'hui, à quoi ressemble votre quotidien au jour le jour? Est-ce qu'il y a une journée type? Est-ce que pas du tout? Chaque journée est différente? Alors, extraordinaire, hein. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime le plus dans mon métier, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire dans la journée. Alors, effectivement, j'ai quand même un peu... j'ai des trames, j'ai des sujets, mais qui en fait souvent sont pas traités ce jour-là et sont traités un autre jour, parce que on est en mutation permanente, comme on est encore une petite société, et ça c'est formidable. Il faut être un peu
au four et au moulin. Ouais. Donc ça peut être s'occuper des franchisés, ça peut être s'occuper des hôtels, des clients particuliers, la créa, le marketing, la com, la presse. Voilà, vous voyez, c'est très fluctuant. Non. Mais c'est ce qui fait la richesse, voilà, de mon métier, de mon poste. Et pour revenir plus précisément donc sur le cœur de métier de votre maison, donc qui est le thé, est-ce que vous pouvez parce que ça paraît, tout le monde consomme du thé, enfin c'est un produit bien connu, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les fondamentaux du thé, comment c'est produit, enfin revenir sur la chaîne un peu de vie du thé. Du thé. Alors déjà, il faut savoir que c'est un métier assez complexe parce que c'est un produit vivant, donc il faut vraiment le travailler de cette façon-là. Le thé que nous avons vient du monde entier, donc il peut venir de Chine, du Japon, d'Afrique, d'Inde, du Népal, du Rwanda, vous voyez, du Kenya, d'énormément de pays. Donc il y a un sourcing énorme, et un sourcing qui est très important aussi par rapport à la qualité du produit. C'est-à-dire qu'on a des doubles contrôles. Enfin bon, maintenant avec tout ce qu'il y a entre le bio, les pesticides, etc. C'est un gros travail de sourcing en amont. Ensuite, il faut avoir les bons jardins et les bonnes personnes qui savent vraiment travailler le thé comme vous le souhaitez arriver à la fin en France. Donc là, il y a beaucoup de travail de leur part sur la cueillette. Donc on prend que des cueillettes qui sont faites à la main, que des petits jardins, que des choses très exclusives. Et ça, il faut vraiment, c'est un travail d'orfèvre et c'est un travail de longue haleine avec des gens avec qui on travaille depuis très longtemps, qui nous connaissent, qui savent exactement la qualité du thé que l'on souhaite. Ensuite, il y a toute la transformation du thé, donc tout le travail qui permet de faire soit un thé vert, soit un thé noir, et ensuite. Et justement, par rapport à ça, avec la même feuille de thé, tout à fait. On peut faire du thé vert et du thé noir. C'est pas une caractéristique propre, c'est la manière dont on le travaille. Oui, voilà, c'est une question de fermentation. D'accord. Qui fait qu'un thé sera vert ou noir ou blanc ou jaune. D'accord. Et puis suivant les pays, il y a aussi des typicités. Donc il y a des pays qui font plus de thé vert ou plus de thé noir, dû aux caractéristiques de la feuille et puis aux façons ancestrales de travailler le thé. Donc après, le thé nous est envoyé dans des énormes caisses ou dans des énormes sacs. Le thé est ensuite passé au tamis, donc pour le renettoyer une deuxième fois, être sûr qu'il n'y a pas de résidus, qu'il n'y a pas trop de branches, qu'il n'y a pas de choses qui ne devraient pas, d'impuretés qui ne devraient pas être dans le thé. Et après arrivent plusieurs phases. Donc on a soit la phase d'emballage parce que on le vend en vrac, donc il est emballé dans des sacs de 1 kg. Soit sinon il est proposé en sachet. Donc ce que l'on appelle nous le vrac emprisonné, donc c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes feuilles de vrac qui sont proposées en sachet. Donc c'est pas de la brisure de thé ou c'est pas du thé de troisième catégorie. Donc ça c'est important. Et après quand le thé va devenir un thé parfumé, comme on appelle. Alors, c'est pas pour ça, évidemment, qu'il y a du parfum dessus, mais donc il faut le travailler. Et donc, on va y rajouter des huiles essentielles, des morceaux de fruits, de fleurs, des pétales. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait après. Donc, on arrive à un thé parfumé tout à fait, tout à fait. D'accord. Et justement, comment vous faites, comment vous créez un thé parfumé Alors en fait, j'ai plusieurs aromaticiennes avec lesquelles je travaille et en général, je leur donne une trame. Donc en leur disant je pense qu'on va plutôt travailler sur une toile de thé comme ça. Donc une toile, ça veut dire une base de thé. Donc on va travailler plutôt sur un thé noir ou vert ou un thé de Formose. Je voudrais quelque chose de très gourmand qui me rappelle un peu le pudding de Noël ou mon enfance ou voyez. Donc c'est un cahier de route si je puis dire. Et ensuite un peu un mood board ou
mais c'est un peu plus développé qu'un mood board, donc c'est voilà. Il y a des grandes orientations. Oui, de cahier des charges, et je laisse toujours une part à leur imagination et à leur savoir. C'est-à-dire que moi, je peux penser que ce thé-là, ça sera très bien sur une base de thé vert, et puis finalement on se rend compte que ça développe plus d'arômes sur une autre base. Je leur demande quelque chose de frais, mais du coup elles vont me rajouter quelque chose qui va faire que oui, c'est frais, mais il y a un petit peu plus de rondeur, un peu plus de douceur. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, à savoir que pour faire un thé comme ça sur mesure, ça prend à peu près 6 mois. Parce qu'il y a des allers-retours, parce qu'il faut attendre que le thé s'imprègne de tous ses arômes. Donc, une fois qu'il est fait, on peut pas le déguster avant 10-15 jours. Il faut que tout ça redescende. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Et aujourd'hui, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais le thé est de plus en plus considéré comme une boisson gastronomique, qui est proposé dans certains restaurants étoilés, dans des accords avec les mets. Les sommeliers s'y intéressent de plus en plus. Il y a des restaurants qui proposent effectivement des menus qui se dégustent exclusivement avec du thé. Vous, comment vous travaillez avec justement les professionnels de la restauration, chefs ou sommeliers ? Alors, on va dire que c'est ma petite partie un peu chouchou de mon travail, parce que j'adore les restaurants, j'adore la gastronomie. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail des chefs. Donc j'ai toujours gardé cette partie. On travaille avec beaucoup de restaurants et de chaînes hôtelières, 4-5 étoiles, très luxueux, et j'ai toujours gardé ça en tête, parce que pour moi, l'idée du thé, c'est aussi justement de le développer et d'amener à autre chose qu'à une boisson chaude, vous voyez, parce qu'on est malade. C'est exactement, Et puis, comme les gens font de plus en plus attention à leur santé, à leur ligne, au fait de ne pas boire trop de vin, parce qu'après ils vont prendre la route. Donc il y a tout un travail qui est intéressant vis-à-vis du thé, parce que on a vraiment la même chose qu'avec le vin, c'est-à-dire qu'on peut développer vraiment des dégustations aussi larges que le vin. Et donc on a déjà fait beaucoup de dîners au thé avec des chefs. On a fait aussi découvrir nos thés avec du saumon, du caviar, pour voir un petit peu comment ce qu'on pouvait faire. On a fait aussi le thé avec le fromage. Et donc ça, c'était passionnant, parce qu'on avait mis en dégustation une dizaine de fromages, et avec des accords mets et fromage. Et c'est extraordinaire, quoi. Faites ça un soir chez vous quand vous avez du monde, parce que c'est surprenant. Au bout d'un moment, vous aurez l'ivresse vraiment du vin ou du champagne. Et vous allez voir que gustativement, c'est extraordinaire. Vous allez découvrir des choses dont vous n'aviez pas idée, et surtout, c'est extraordinaire de faire ça avec des hommes qui pensent que, oulala, non, le fromage, ça va très bien avec le vin, mais le reste, on fait pas. Et voilà, on surprend des gens, et c'est un jeu. Sortez des sentiers battus. Exactement, et c'est un jeu vraiment intéressant à faire. Et toujours dans cette veine du mariage entre le thé et la haute gastronomie, vous avez publié un livre, 121 grammes de bonheur et de thé. Exact. Coécrit avec Pierre Rival, donc qui propose des recettes qui donc allient la gastronomie et en intégrant du thé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce projet ? En fait, c'est une rencontre que j'ai fait avec Pierre, qui est devenu un ami, très très cher à mon cœur, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir sur plein de sujets, et sur le sujet du thé aussi. Et l'idée, c'était de s'associer et de voir avec des chefs ce qu'on pouvait faire dans des plats. Simple, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais quand même accessible, et des plats de la gastronomie française. Et je trouve que c'est intéressant justement de lier, non seulement de boire le thé en accompagnement bien sûr, mais d'associer le thé dans des plats qui peut être travaillé comme des épices, comme un condiment, ou dans une infusion, ou dans un bouillon. Il y a toujours une petite façon de pouvoir twister un plat, de pouvoir apporter quelque chose. Donc moi j'ai mes petites recettes, mais je veux dire tous les chefs avec qui j'ai travaillé
ont vraiment essayé de travailler le thé, sachant que ça fait pas toujours partie de leur univers, hein, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour eux, mais ils ont joué le jeu. Ils ont essayé vraiment d'avoir de l'originalité, de trouver comment ils allaient pouvoir le travailler, donc vraiment dans des façons différentes et d'appréhender le thé, que ça soit en sec, que ça soit en bouillon, que ça soit en infusion, sinon dans du lait, dans de la crème, enfin bon, on a trouvé plein de choses, et ça mais sur des bases de recettes classiques. De recettes classiques, tout à fait, de recettes à eux quand même, et sur lequel ils avaient envie de jouer le jeu et de trouver quelque chose d'un petit peu différent. D'original, ok. J'aimerais également revenir sur une initiative que vous avez menée avec les Cafés Joyeux. Donc, les Cafés Joyeux, c'est une chaîne de restauration solidaire qui emploie des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce partenariat, comment il est né et en quoi il consiste ? Alors ça a été une rencontre, une présentation que l'on m'a fait de Yann Bucaille, qui est à l'origine de ce projet, qui est un homme assez exceptionnel, qui a plein d'idées, qui est beaucoup dans l'aide aux personnes, don de soi. Et moi je m'y retrouvais complètement. Et quand il m'a raconté son aventure, donc il en était juste à, je crois, 2 adresses, parce qu'il y avait celle de Rennes en premier, puis celle de Paris. Et il m'a dit, c'est un peu comme des coffee shops, restaurants, et donc c'est des gens qui sont en handicap, soit trisomiques, soit autistes, soit plein d'autres handicaps, et qui vont apporter une nouvelle façon, un nouveau souffle, une nouvelle expérience. Donc tu comprends, on va servir du café, du thé. J'ai dit, super. Écoute, moi le thé, je pense qu'on va te l'offrir. Alors, c'était un peu surprenant, il n'en revenait pas, et c'était vraiment une rencontre du cœur. C'était vraiment quelque chose qui m'est venu tout à fait spontanément, et en me disant, on va prendre ces gens-là, on va aussi les faire venir en boutique, on va les former sur le thé, on va leur expliquer, et vraiment pour moi, c'était une expérience inédite et incroyable, et j'ai eu un échange avec ses coéquipiers, comme ils les appellent, ces coéquipiers tout à fait incroyables, avec des questions extra, des questions hyper pertinentes, avec de l'intérêt, avec les yeux qui brillent, de venir en boutique, de voir tout ce qu'il y avait, de voir toutes ces sortes de thé, des jeunes qui avaient plein de questions, et beaucoup d'humanité, beaucoup d'intérêt, alors que j'ai fait des formations vraiment dans le monde entier, dans des palaces, dans plein de choses. Mais là, c'était juste un moment du cœur, quoi. Agnès, si on fait un petit bilan de votre carrière à ce jour, est-ce qu'il y a eu un moment clé où vous vous êtes dit, ça y est, maintenant j'ai trouvé ma voie ? Je pense que sa voie, on la trouve pas, on la construit, et qu'elle est toujours en cours. Et que je vous dirai ça quand j'aurai 120 ans, parce que je compte bien aller jusque là, et que je vous dirai, ah oui, peut-être là, je crois que finalement j'ai trouvé ma voie. Mais non, la voie, elle est faite de rencontres, elle est faite de passion, elle est faite d'audace, elle est faite de toutes ces choses qui font que vous avez un chemin qui se trace comme ça. Mais je crois que de ne pas avoir de plan de carrière, c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas dans mon cas à moi, peut-être que sûrement quand on veut devenir président de la République, ça doit être un petit peu différent. Mais à mon humble niveau, je trouve que c'est bien de se porter par les expériences, par les rencontres, et par la vie, quoi, tout simplement. Le fil rouge en fait de cette interview, c'est le mot rencontre, je trouve, puisque vous avez l'air de fonctionner beaucoup en rencontre. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a une rencontre qui a été décisive dans votre vie ? Alors j'en ai plein, hein, parce que comme vous dites, c'est le fil rouge, donc sur ce fil, j'ai plein de rencontres avec des hommes, avec des femmes. Je peux penser à Alain Ducasse, qui a été
important dans ma carrière, parce qu'il était là plutôt au départ aussi, qui est un grand visionnaire, voilà, enfin c'est un homme un peu hors du commun, donc ça reste très présent. J'ai des gens de façon un peu plus humble, mais qui m'ont beaucoup marqué dans le métier. De par leur amour du métier, de par toute leur expérience, l'envie aussi de transmettre. Je pense à des gens, voilà, chez Ediard, un monsieur qui s'occupait qui était une figure emblématique de Ediard Place de la Madeleine, et qui était vraiment un grand monsieur qui connaissait tellement de choses sur les épices, le thé, le café, les confitures, les vins, enfin tout ce que peut contenir une épicerie, et c'était une encyclopédie à lui tout seul. Et voilà, c'est un monsieur qui est parti maintenant, mais que j'ai toujours en tête. Donc plein de rencontres, voilà, vraiment extraordinaires. J'ai eu beaucoup de chance. Alors vous êtes, j'ai l'impression, une femme de projet. Est-ce qu'il y a des projets, justement, une actualité que vous souhaiteriez partager avec nous ? Pour tout vous dire, on en a plein, mais on vit un peu au jour le jour. On est en train de travailler sur d'ores et déjà la prochaine collection de Noël. Je vais pas trop vous en parler parce que elle est pas encore totalement définie. Il y a un énorme projet qu'on est en train de travailler avec mon agence de communication qui est l'agence Melchior. Là, c'est un projet waouh, vous voyez, d'envergure. Quel teasing. Quand vous allez voir ça, le truc que vous faites vraiment pas tous les ans, et quand vous le faites, il faut bien le faire, il faut bien taper et taper fort. Voilà. Bon. Donc ça vous donne un peu des pistes, mais ça va être voilà, on a ça là dans la petite boîte secrète, et puis ça fait 2-3 jours que ça fait son chemin. Et ça va être le bon tempo, ça va être le moment, et on va faire un truc super. Question bonus, dans votre fabuleuse collection de 250 thés, quel est votre préféré ? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous en donner qu'un seul, hein, ça serait trop facile. J'en ai plein. J'ai plein de thés que j'aime. C'est ça qui est extraordinaire avec le thé, c'est que vous pouvez pas avoir un thé, et que vous avez un thé du moment, un thé de l'instant, un thé suivant comment vous êtes, suivant avec qui vous êtes, suivant ce que vous avez envie de... Voilà, mais pour vous dire un peu, j'ai beaucoup de thés classiques, donc qui sont des thés non parfumés, que j'adore. Là, on a fait rentrer plein de thés du Japon, nouvelle récolte, qui sont des thés récoltés fraîchement au mois d'avril, mai, etc., qu'on reçoit après par petites quantités par avion, et là il y a des choses juste extraordinaires, et ce qui est fantastique, c'est qu'on a des petits lots, donc on en a sélectionné 4-5, et puis quand on a terminé, c'est terminé. C'est fini, ouais. On attend l'année d'après, et puis l'année d'après on a d'autres découvertes, et comme ça tous les ans, et ça c'est passionnant de pouvoir à chaque fois s'émerveiller de nouvelles choses. Agnès, on va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Première question que je pose à toutes mes invitées: est-ce que selon vous, le fait d'être une femme a eu une incidence sur votre parcours professionnel ? Alors forcément, je pense que si j'avais été un homme, ça aurait été sûrement différent. Après, je suis pas trop non plus dans la stigmatisation, des femmes par rapport aux hommes et tout, parce que je pense qu'on est très complémentaires, en même temps très différents, donc on a chacun nos aptitudes, on a chacun nos qualités, on a des avantages, mais oui, bien sûr, j'ai aussi beaucoup travaillé avec beaucoup d'hommes, donc le côté un peu charming, ça peut aider, en plus bien sûr du travail,
du sérieux, plus de la rigueur, en plus de tout ce qui fait que des compétences, voilà, qu'on puisse atteindre un certain niveau. Est-ce que quelle est votre vision des choses en ce qui concerne la place des femmes dans le monde de la gastronomie ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a de plus en plus ? Est-ce que la situation elle évolue peu ? Parce que traditionnellement c'est vrai que les métiers que ce soit chef ou voilà dans cet univers culinaire ont été traditionnellement assez masculins. Est-ce que vous avez l'impression que ça change dans votre rapport avec justement les sommeliers ? Est-ce qu'il y a plus de sommelières ? Est-ce qu'il y a plus de chefs-feux ? Bah oui, moi je trouve qu'on voit quand même de plus en plus de femmes dans la gastronomie, donc comme vous le disiez, en sommellerie, en cuisine, même en tant qu'artisan, qui travaillent les produits, dans la vente, c'est aussi, il y en a toujours eu, mais elles ont ce côté aussi très avec beaucoup de précision, de savoir, expert, d'envie, et aussi de gentillesse et ça c'est quelque chose qui est primordial dans la vente. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écoute et qui serait inspirée par votre parcours ? Alors, ne t'en inspire pas trop, ma petite. Je rigole, mais alors déjà étudier, ça c'est important. Étudier, travailler, continuer à travailler, ouvrir son esprit, voyager, rencontrer, s'émerveiller et surtout vraiment toujours se poser des questions, ne jamais penser qu'on est arrivé au top et que voilà tout est fait et savoir écouter et transformer. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours ? Alors soit des femmes avec qui vous avez travaillé, ou ça peut être à titre personnel, ou alors des femmes, des grandes figures qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré ? Alors, j'ai déjà, si je peux faire un petit hommage à toutes les femmes qui m'entourent dans cette société, parce qu'elles sont vraiment atypiques, toutes. Elles ont toutes leurs petits grains de folie, ça j'adore. Et en même temps, tout leur caractère très particulier, ce qui fait que tout ensemble, on est vraiment, c'est vraiment un puzzle. Et petit à petit, à chaque fois que je trouve un petit morceau du puzzle, je dis ah tiens toi ça serait bien. Je pense que tu auras une petite place chez nous. Et puis des femmes dans ma formation, voilà, je pense notamment à Catherine Audex, qui était une des belles filles de Gaston Lenôtre, avec qui j'ai travaillé, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a appris tellement de choses. Qui était une source intarissable, qui connaissait plein de choses et qui était une femme hyper dynamique, voilà, enfin toujours des femmes de caractère en général. Agnès, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent ? Ah oui, alors j'ai goûté il y a pas longtemps le bibimbap, voilà c'est ça, de chez Pierre Sang. Ouais. Et j'adore, je trouve ça j'adore parce que déjà c'est un mets incroyable, parce que c'est très complet, parce que ça vient de Corée, parce qu'il y a plein de choses à raconter, parce qu'il y a plein de saveurs et je trouve ça je trouve ça tout à fait exquis. Un plat qui résume votre enfance? Oh là là, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a les 13 desserts. Alors vous allez me dire c'est pas un plat, mais bon c'est un peu voilà, c'est un peu du moment. Les 13 desserts. Voilà, dans le midi, la bouillabaisse, les alouettes sans tête. Donc comme vous l'aurez compris, ça vient un peu du sud. Tout ça. Le veau aux olives, voilà, de ma maman, parce que ça c'est, et le clafoutis aux cerises, voilà, ça c'est les incontournables. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié? Plein, mais je crois que les cannelloni
Les cannelloni à la truffe d'Éric Fréchon, c'est quand même assez fantastique. Et il y avait aussi la poêlée de légumes d'Alain Ducasse. C'était un moment assez incroyable. Juste avec des légumes comme ça, de pouvoir s'émerveiller, c'est fort. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Eh ben oui, j'en ai 2. Alors, j'ai le poivron. Ça, c'est pas possible. Et la betterave, voilà, c'est pas mon truc. J'aime pas ce côté terreux, je sais pas. Ceci étant, j'en ai parfois mangé sans vraiment savoir, mais de façon très détournée et tout. Et j'ai trouvé que, quand même, ça pouvait être un petit peu intéressant. Mais alors, le poivron, non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo dans votre cuisine ? Alors, je pense que c'est le beurre. Voilà, le beurre, parce que ça, pour moi, c'est quand même essentiel. Le bon beurre, c'est quand même la base. Et puis, c'est parce que j'adore les tartines beurrées. Ça, c'est... Voilà, je trouve ça exceptionnel. Tellement simple, mais tellement rassurant. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps ? Alors, ma recette... je fais le petit veau aux olives de ma petite maman. Voilà, ça, c'est quand même... j'ai donné la recette à mes enfants, à mes fils qui font ça et tout. Oui. C'est une des recettes... c'est pas si compliqué que ça. C'est hyper convivial, un plat de partage. Donc, tout est sympa. Et justement, quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que vous discutez avec les invités ? Est-ce qu'il y a la radio qui passe en fond sonore ? Alors en fait, j'écoute tous les gens qui sont autour de moi, avec toujours un qui va vous raconter ce qu'il faut que vous fassiez, que vous rajoutiez. Non, ça c'est un peu trop cuit. Non, je mettrais ça et tout. Donc j'ai même pas le temps de mettre de la musique ou de rien du tout parce que ils font déjà beaucoup de bruit autour de moi. Tout le monde a toujours son avis à donner. Je trouve ça extraordinaire. S'il ne restait qu'un seul resto, ce serait quoi pour vous le resto de votre vie ? S'il en restait qu'un. Déjà, ça serait un peu triste s'il en restait qu'un. Mais moi, je trouve que quand même les restaurants de Palace, c'est quand même c'est juste exceptionnel parce que tout est incroyable. De l'arrivée à la sortie, tous les arts de la table, les plats, l'endroit, la décoration florale, le personnel, tout, c'est juste féerique. Et moi, je trouve que, voilà, après, j'adore les bistrots, il y a plein de restaurants que j'adore, mais est-ce que vous avez un souvenir mémorable dans un palace en particulier ? Dans plusieurs, ils ont tous leur signature. Je vais pas citer tout le temps les mêmes, mais bon, le Louis XV à Monaco, c'est juste incroyable. Le Buristol exceptionnel, le Plaza Athénée, c'est un rêve. Voilà. Enfin, si on peut le faire une fois dans sa vie, c'est un voyage entier. Et donc vous qui êtes féru de gastronomie et de restaurants, est-ce qu'il reste un restaurant que vous donneriez cher pour tester ? Alors oui, et j'aimerais bien aller dans ce restaurant qui est à Shanghai, dont je n'ai Ultraviolet. Exactement, ultraviolet. Voilà. Ouais, parce que ça a l'air assez... Puis en plus, il y a le voyage, il y a sûrement un hôtel qui irait avec. Enfin, vous voyez, tant qu'à faire, on associe un peu plus de plaisir. Agnès, dernière question de l'interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Alors, écoutez, je vais passer le relais à Catherine Cluzel, qui est donc qui fait partie de la famille Cluzel. Les chocolats, exactement, et qui est une femme qui mérite d'être découverte, qui a plein de choses à raconter, qui peut avoir ce côté un petit peu timide et tout, mais ça va être super, ça va lui faire un bon exercice pour 2021, et vous verrez, elle a plein de choses passionnantes à vous raconter. Merci beaucoup Agnès de Fontaine. Merci à vous et à très bientôt. Un grand merci à Agnès de Fontaine pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.